Dès l'instant où vous comprenez que vous êtes un co-créateur de la réalité, cela change tout. Vous accédez, en quelque sorte, à des pouvoirs quasi divins. Vous dites que les humains ne sont pas des dieux, mais peut-être des demi-dieux. Oui, quelque chose comme des démiurges. Je veux dire, vous pouvez maintenant faire le choix libre de prendre cette bouteille Et vous tuez. et me tuer si vous le vouliez. Je le vois dans vos yeux. Oui, vous pouvez le voir. Mais je ne vais pas faire ce choix. Mais vous pourriez le faire. Nous sommes des demi-dieux, des êtres créateurs, ou plutôt co-créateurs de notre réalité, ce qui nous confère à nous, êtres humains, un pouvoir bien supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. C'est dans cette interview exclusive de Dean Rickles, professeur d'histoire et de philosophie de la physique moderne à l'université de Sydney, que nous allons plonger dans ces sujets fascinants autour de la réalité participative, autour du potentiel humain et de son pouvoir créateur, autour de la conscience, de la nature du temps et bien d'autres sujets profonds et précieux. Bienvenue dans ces nouveaux podcasts Supra Sapiens et bonne écoute. Bonjour Dean, bienvenue, merci d'être ici, je suis vraiment contente de vous recevoir sur ce podcast Supra Sapiens. Merci. Nous allons parler de nombreux sujets, de physique, de philosophie, de l'esprit, de la conscience, de la réalité. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le potentiel humain. Alors première question avant de commencer, qui êtes-vous ? Qu'étudiez-vous ? Quelle est votre vision du potentiel humain et de la réalité ? C'est la première question ? D'accord, nous verrons où cela nous mènera. Allons-y. Je suis professeur à l'université de Sydney, professeur d'histoire et de philosophie de la physique moderne. J'ai principalement travaillé sur l'espace-temps et les symétries, en particulier sur les théories de la gravité quantique, qui sont essentiellement des théories au sujet de l'espace-temps. Mais tout au long de ma carrière, je me suis concentré sur un tas d'autres sujets en dehors de la physique. J'ai étudié la santé publique, la théorie des systèmes complexes, la physique quantique, l'économie, la musicologie, la psychologie, l'IA. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que j'étudie un sujet en particulier. J'essaie d'étudier autant que possible pour avoir une vue d'ensemble. Puisque l'univers est une seule et même entité, nous devrions embrasser toutes ces disciplines. Pourtant, la manière dont elles sont présentées dans les universités et les cours semble quelque peu artificielle. Tout est cloisonné en départements distincts, en instituts séparés, avec même des sections différentes dans les bibliothèques. Ma vision est très transversale. J'intègre des éléments de physique, dans l'économie, de santé publique, dans d'autres domaines. Pour moi, il n'y a pas vraiment de frontières. Et puis, je co-dirige également le Centre du Temps à Sydney. Et là aussi, notre approche y est très interdisciplinaire. Nous avons 3 personnes qui le dirigent. Et que faites-vous au Centre du Temps ? À quoi sert-il ? C'est un centre de réflexion sur le temps, exploré sous différents angles. Je le co-dirige avec Christy Miller, philosophe qui adopte une approche métaphysique très profonde, et Alex Holcomb, neuroscientifique. Il fait des études empiriques sur le temps. Et moi, je me concentre principalement sur la physique du temps. Nous essayons donc de mélanger ces approches et de voir comment elles se chevauchent. Même si nous abordons différents sujets, l'une des questions clés que nous avons étudiées au départ était la nature du flux du temps. Le flux du temps est fascinant, car il semble faire partie intégrante de notre expérience. Être humain, c'est en grande partie percevoir l'écoulement du temps. On le traverse, on vieillit, c'est un processus en mouvement. Pourtant, en physique, il n'y a pas de véritable flux du temps. Nos théories ne le décrivent pas du tout ainsi. Il n'y a que ce t qui est une simple variable fixe. Nous ne pouvons pas vraiment définir le temps ? Oui. En fait, c'est une expérience, un ressenti propre à notre perception. Cette sensation, ce qualia du flux du temps, ne peut pas être capturé ni intégré dans nos théories du temps. Parce qu'en physique, le temps est toujours représenté de façon statique. On passe donc à côté de quelque chose d'essentiel, l'expérience humaine. On peut mesurer la durée, la longueur du temps, situer les événements avant ou après les autres, établir des liens de causalité. Mais l'expérience vécue du temps disparaît. On ne peut donc pas percevoir la phénoménologie du temps. Alors, on se tourne vers des domaines comme les neurosciences. On pourrait se dire, d'accord, regardons dans le cerveau et voyons si on peut y trouver des mécanismes. Mais même là, c'est compliqué de repérer un mécanisme lié au flux du temps. Alors, on finit par se demander, et si ce flux n'était qu'une illusion ? Ensuite, on cherche à savoir dans quelle mesure ce phénomène est une illusion ou non, s'il peut être intégré au formalisme de la physique, s'il peut être localisé dans certaines régions du cerveau ou expliqué par des mécanismes cérébraux. Et ceci
toujours à travers une approche interdisciplinaire. Et à quel point il est important d'étudier le temps finalement? Votre podcast parle de l'être humain, n'est-ce pas? Et l'être humain est un être temporel, avec la naissance comme point de départ et la mort comme autre extrémité. En quelque sorte, nous sommes un segment de temps. La question est donc, comment percevons-nous notre vie à travers cette temporalité? Que faisons-nous et quand devrions-nous le faire? Si nous avons quelque chose en tête, comme partir en vacances, est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on attend plus tard? Plaçons-nous les moments importants au début ou à la fin? Ce genre de choix façonne qui nous devenons. Nous sommes façonnés par ce que nous faisons et par le moment où nous le faisons. Et ces expériences deviennent nos souvenirs. Nos souvenirs définissent en grande partie qui nous sommes. Nous sommes donc des êtres temporels. Et le temps est fondamental pour l'humain. Ce qui est atemporel n'est pas humain. C'est abstrait, comme les archétypes. Peut-être que les royaumes spirituels sont atemporels, mais nous appartenons au temps. C'est ce qui rend l'expérience humaine à la fois belle et douloureuse, parce que tout a une fin, les gens disparaissent. Au final, oui, on peut dire que nous sommes construits par le temps. Dépendant du temps. Ok, donc le temps est vital. Vital. Et je veux dire, c'est vraiment vital. C'est vital parce que cela nous oblige à prendre des décisions et des choix. Vous avez d'ailleurs un livre à ce sujet. Exactement. L'idée du livre « La vie est courte », c'est justement qu'elle se doit d'être courte. Si nous étions réellement immortels, hors du temps, nous ne pourrions pas vivre des expériences véritablement significatives. Il n'y aurait aucune pression pour faire des choix, et pourtant, ce sont précisément ces décisions qui façonnent notre identité. Vous voyez? C'est dans le fait de devoir renoncer à certaines options que réside toute la valeur de nos choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est justement ça qui forge notre identité. On aimerait tout explorer, aller partout, apprendre toutes les langues, jouer de tous les instruments, mais on doit faire des choix, renoncer à certaines possibilités. Et ce sont ces sacrifices qui tracent notre chemin. Ils définissent qui nous sommes. Finalement, c'est ce renoncement qui donne du sens au choix. Car si tout était possible, alors la notion même de possibilité perdrait son sens. Au bout du compte, tout deviendrait simplement réel. Et le concept s'effondrerait. Ok, donc nous devons vraiment prendre soin de notre temps. Exactement. C'est crucial. Alors pour mieux comprendre le potentiel humain, pensez-vous que la compréhension de la physique et de la philosophie en général pourrait nous aider? Peut-être pourriez-vous d'abord expliquer ce que vous entendez par potentiel humain. Eh bien, nous voulons mieux comprendre comment fonctionne notre esprit, comment fonctionne notre corps, quel est le but de la vie, peut-être aussi comment nous pouvons améliorer nos vies, comment nous pouvons nous-mêmes nous améliorer, quelle est notre relation avec la nature, avec le monde, comment suis-je responsable de ma vie, que puis-je faire de ma vie, et toutes ces choses pour être heureux et se sentir accompli. D'accord. Donc, vous regroupez pas mal de choses dans le mot potentiel. Parce que vous savez, il y a ce mouvement du potentiel humain, et l'une des choses sur lesquelles il se concentre est de savoir quel genre de choses sont possibles ou impossibles pour un humain. Oui, on veut aussi savoir quels sont nos pouvoirs en tant qu'humains. Oui, ce genre de choses. Donc, évidemment, de ce point de vue, si nous imaginons que nous parlons du potentiel humain en termes de ce qui est possible ou non, alors ceci peut être déterminé par ce qui est possible du point de vue de la physique d'une part et de la métaphysique d'autre part. La physique nous dit ce qui est possible ou impossible à réaliser. Ainsi, selon notre compréhension actuelle, si la physique affirme que la lévitation est impossible, alors c'est fini, oubliez ça. Vous ne léviterez jamais. Donc, du point de vue de la physique, on ne peut pas le faire, et ça devient une loi de la nature. Mais il reste une possibilité métaphysique. On peut tout à fait concevoir que des choses comme la lévitation soient possibles. Et si c'est concevable, si c'est possible métaphysiquement, alors d'une certaine manière, avec un autre ensemble de lois physiques, cela pourrait être possible réellement. C'est presque une évidence de dire que si quelque chose est possible, alors c'est possible. En fait, si cela ne mène à aucune contradiction ou incohérence, alors c'est possible. Et la vraie question est, qu'est-ce que la véritable physique? Ne pourrait-on pas l'étendre? La physique que nous avons aujourd'hui est-elle la version définitive? Aura-t-elle le dernier mot sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas? En fin de compte, la physique est la science qui définit les limites du possible et de l'impossible. Mais ce n'est qu'une façon de voir les choses. D'une certaine manière, la physique définit les grandes lignes de ce dont vous êtes capable et de ce que vous pouvez devenir. La philosophie, quant à elle, explore une version plus large du possible et de l'impossible, ainsi que les limites de ces notions. Au final, tout dépend de l'importance que vous accordez à la physique. C'est différent, car c'est une approche plus large. Et la manière
métaphysique de voir le potentiel humain est différente de la physique. Les métaphysiciens et les philosophes de la physique explorent des façons alternatives d'imaginer le monde. Ils remettent constamment en question la théorie actuelle de la physique et ce qu'elle prétend nous dire. Prenons un exemple évident, la théorie quantique. D'un point de vue standard, elle sert avant tout à calculer ce qui se passe lors des expériences. Mais il existe différentes manières d'interpréter ce qu'elle nous révèle sur la nature du monde. Certains disent que chaque mesure crée une division vers une nouvelle possibilité. C'est l'interprétation des mondes multiples. À chaque mesure, une nouvelle branche de réalité apparaît. C'est une vision très différente. Une autre approche affirme que c'est la conscience qui fait s'effondrer la fonction d'onde. Et une autre encore propose quelque chose de complètement différent. Finalement, c'est vrai pour n'importe quelle théorie. Ce qu'un physicien considère comme un vrai récit sur le monde n'est qu'en fait une interprétation parmi d'autres. Il existe de nombreuses façons de voir les choses. Et l'idée clé ici, c'est que ce qui est possible dans une interprétation ne l'est pas forcément dans une autre. Par exemple, dans certaines versions de la mécanique quantique, on considère que l'esprit peut provoquer l'effondrement d'une fonction d'onde, alors que d'autres approches rejettent totalement cette possibilité. De ce fait, ça change complètement ce qui est possible pour un humain. Si un humain avait le pouvoir de faire s'effondrer une fonction d'onde intentionnellement, il aurait un immense pouvoir sur l'univers. Pourtant, du point de vue de la physique, la même théorie affirme que c'est impossible. Cela montre que nos théories ne nous en disent pas autant qu'on le pense sur la nature réelle du monde. Il y a toujours différentes manières de les interpréter. C'est aussi le cas pour la relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein. On a tendance à penser, selon la vision standard de la physique, que la gravité n'est qu'une déformation de l'espace-temps, et que les objets se déplacent simplement sur ces courbures. Mais on n'est pas obligé de voir les choses ainsi. On pourrait aussi expliquer la gravité par l'échange de particules, comme dans la théorie des champs quantiques. En réalité, il existe toujours plusieurs manières de représenter un phénomène, et chacune définit différemment ce qui est possible pour les humains, comme pour les objets dans l'univers. Alors comment différencier les bonnes des mauvaises interprétations ? Eh bien, on ne peut pas les différencier de manière empirique. Car en fait, elles reposent toutes sur la même théorie mathématique, les mêmes preuves, les mêmes données expérimentales. Elles aboutissent donc toujours aux mêmes prédictions concernant ce que l'on observe dans une expérience. Ces théories donnent toujours les mêmes valeurs dans les expériences, donc il est impossible de les différencier expérimentalement. Rien de scientifique ne permet de les départager. Au final, cela repose davantage sur une préférence humaine que sur un critère scientifique. Tout dépend si vous adhérez à l'idée que l'univers se divise à chaque mesure, ou si vous considérez cela comme une possibilité. Par exemple, Einstein détestait l'idée qu'une conscience humaine puisse influencer l'état des objets dans l'univers. Il trouvait cela absurde. Il demandait « Où trace-t-on la limite ? Une souris peut-elle effondrer une fonction d'onde ? Et la Lune, est-elle là quand on ne la regarde pas ? A-t-on besoin de l'observer pour qu'elle existe ? » Pour lui, cette vision était absurde. Pourtant, ce point de vue aboutit exactement aux mêmes prédictions que toutes les autres interprétations de la théorie quantique. En fin de compte, c'est une question de préférence, de préjugés ou de choix. Peut-être que la philosophie nous aiderait à nous orienter vers la meilleure direction, vers la meilleure interprétation. Elle éviterait qu'on tombe dans des déductions trop spéculatives ou, vous savez... Eh bien, en réalité, les philosophes sont souvent ceux qui défendent le plus fermement une interprétation particulière, même s'ils savent qu'elle ne repose sur rien de scientifique. Pour une raison ou une autre, ils tiennent à défendre, par exemple, l'interprétation des mondes multiples avec beaucoup de conviction. Et lors des conférences, cela donne lieu à des débats intenses sur laquelle est la bonne interprétation. Mais un philosophe plus honnête devrait reconnaître qu'il n'existe aucun moyen de trancher. Il s'agit plutôt de choisir une interprétation en fonction d'un objectif précis, ce qui est tout à fait légitime. Par exemple, l'interprétation des mondes multiples est intéressante lorsqu'on parle de calcul quantique, car elle permet d'imaginer les calculs se déroulant simultanément dans différentes branches. Cela rejoint l'idée de traitement parallèle, ce qui en fait un cadre adapté à ce type de problème. Mais si l'on s'intéresse à d'autres domaines, comme la cosmologie quantique, on pourrait préférer une interprétation légèrement différente, simplement parce qu'elle correspond mieux au problème étudié. C'est un peu comme choisir un système de coordonnées. On l'adapte en fonction du phénomène que l'on modélise. Ce n'est pas une question de vérité ou d'exactitude absolue, mais plutôt de pertinence par rapport à la question posée. C'est ainsi que je vois les choses, et c'est, selon moi, la manière dont nous devrions aborder ce genre de problème. Est-ce que vous avez une vision ou une interprétation particulière que vous préférez de la mécanique quantique et de la physique en général ? Oui, de la mécanique quantique.
Et en fait, je pense que cela correspond bien, voire mieux, à votre idée du potentiel humain dont vous parliez plus tôt. L'approche repose initialement sur l'interprétation de Copenhague, qui affirme qu'il y a quelque chose de particulier dans l'acte de mesure. Lorsqu'on effectue une mesure, on agit d'une certaine manière sur l'état quantique. Avant cela, le monde reste dans un état flou, indéfini, jusqu'à ce que l'on décide quelle mesure effectuer. L'un des étudiants postdoctoraux de Niels Bohr, John Archibald Wheeler, a ensuite développé cette idée et formulé la célèbre expression « it from bit ». Son concept repose sur l'idée que pour que la réalité prenne forme, il faut qu'il y ait une forme de participation. C'est une vision qui ressemble à un modèle de création ou de co-création de la réalité, une approche qui est d'ailleurs devenue assez populaire dans les cercles spirituels aujourd'hui. Mais il faut noter que Wheeler lui-même était farouchement opposé à toute interprétation spirituelle ou parapsychologique. Pour expliquer son point de vue, il utilisait une analogie intéressante, celle du jeu des 20 questions. Donc, dans le jeu originel des 20 questions, quelqu'un pense à un objet, et une ou plusieurs autres personnes doivent lui poser des questions, telles que « Est-ce un animal ? Est-ce grand ?» Et l'idée, c'est de deviner l'objet inconnu en moins de 20 questions. Seule la personne qui y a pensé connaît la réponse à l'avance. Mais dans la version du jeu selon Wheeler, et apparemment, cette expérience lui est arrivée lors d'une fête avec des physiciens, il y avait une particularité. Personne ne connaissait l'objet à l'avance. Il n'y avait donc rien de prédéfini à découvrir. À chaque question posée, les réponses oui ou non étaient données un peu au hasard. Un peu comme dans une expérience de mécanique quantique, où les résultats semblent surgir aléatoirement. Petit à petit, il devait tenir compte des réponses précédentes et construire un objet cohérent qui correspondrait aux différentes réponses obtenues. Au final, l'objet a émergé des questions elles-mêmes, mais il n'existait pas au départ. Et de la même manière, il n'y a pas de monde là-bas, en attente d'être révélé. Ce n'est qu'au moment où vous le mesurez, où vous posez une question précise sur la réalité, que vous lui dites ce qu'elle doit être. L'exemple classique qui illustre cela est l'expérience des fentes de Young, probablement l'expérience la plus célèbre en mécanique quantique. L'expérience est simple. Vous avez un écran avec deux fentes et une source qui envoie des photons, des électrons ou d'autres particules. De l'autre côté des fentes, un écran de détection enregistre l'impact des particules. Dans cette expérience, la mesure n'est pas effectuée au niveau des fentes, mais directement sur l'écran de détection. Ce qui se passe dépend de la question que vous posez. Si vous demandez « Où est passée la particule ? A-t-elle traversé cette fente ou l'autre ?» L'écran affichera un motif de point, suggérant qu'elle a bien emprunté l'une des deux fentes. Mais si vous posez une autre question, comme « Quelle est son impulsion ? Sa vitesse ?» alors un motif d'interférence se forme, comme si une onde était passée à travers les deux fentes en même temps. Autrement dit, selon la question que vous posez, vous obtenez une particule dans un cas et une onde dans un autre. Mais avant d'être mesurée, elle n'est ni particule ni onde. C'est votre mesure qui détermine ce qu'elle devient. En ce sens, vous créez en quelque sorte la réalité, mais pas totalement, car certains détails restent imprévisibles, comme l'endroit exact où une particule frappera l'écran. Vous ne pouvez connaître que des probabilités. Donc vous savez à moitié, Vous savez à moitié. en quelque sorte. Oui, vous savez à moitié. Voici comment je vois les choses. Le monde ne sait pas à l'avance ce que nous allons lui demander, et nous ne savons pas non plus ce qu'il va nous renvoyer en retour. Et quand on met tout cela ensemble, vous obtenez une sorte de Pâques. C'est ainsi que la réalité se crée. Nous sommes dans un état d'incertitude par rapport au monde, et le monde est dans un état d'incertitude par rapport à nous. Le monde et nous avons besoin l'un de l'autre pour que la réalité émerge. Et je trouve cela assez mystique, en réalité. Cette idée rejoint les visions de figures mystiques anciennes, comme Jacob Böhme et Maître Eckhart, qui parlent d'un rôle actif dans la création. Ils parlent d'une participation à la transformation de ce qui est informe en quelque chose de tangible. Transformer le potentiel pur en quelque chose d'actuel. C'est d'ailleurs ainsi que John Wheeler décrit notre rôle. Il ne s'agit pas forcément de l'être humain en tant que tel, mais nous sommes les seuls que nous connaissions capables de faire cela, transformer ce qui est concevable en réalité, comme un transducteur qui convertit le chaos en ordre. C'est une idée profondément mystique. Donc c'est cette expérience qui nous fait penser à la réalité d'une manière différente de celle qui nous dit qu'il y a des objets là-bas et nous ici. Oui, Mais c'est une autre façon de voir la réalité, le fait qu'il n'y a pas d'objet à l'extérieur. exactement. Alors qu'y a-t-il à l'extérieur ? Comment pouvons-nous répondre à cette question ? Eh bien, c'est là que l'on entre vraiment dans un territoire mystique. Donc, Wheeler cherchait à comprendre. Qu'y a-t-il vraiment là-bas ? Pour trouver des réponses, il s'est mis à voyager, à rencontrer des philosophes. Il a finalement atterri à Oxford,
après avoir réalisé qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement la physique dans ce contexte, face au monde extérieur. Il en a discuté avec Michael Demet, une figure très connue, ainsi qu'avec d'autres penseurs à Oxford, mais personne ne pouvait lui donner de réponse satisfaisante. Alors, il a fini par appeler cela le dragon fumant, un nom qu'il donnait à ce qu'il ne pouvait absolument pas cerner. Autrement dit, c'était ineffable, indicible, une notion totalement mystique. Le néant, en quelque sorte. Rien n'existe sous une forme définie tant qu'on ne l'a pas mesurée. C'est toute la nature de la superposition quantique. Prenons l'exemple du chat de Schrödinger. Avant l'observation, ce n'est ni un chat vivant, ni un chat mort, ni même une combinaison des deux. C'est autre chose, quelque chose d'entièrement différent, qui échappe à ces catégories et qui doit exister pour produire ces résultats probabilistes et aléatoires. Plongé dans cette réflexion, Wheeler s'est retrouvé face à une question profondément métaphysique. Et la seule réponse qu'il a pu formuler, c'est que cette question n'a tout simplement pas de réponse. Oui, ineffable. Et au fond, c'est peut-être la réponse la plus raisonnable. Parce que la question qui se pose souvent est, les objets sont-ils une construction de mon cerveau ou de mon esprit? Et si c'est le cas, si tout n'est qu'une construction, est-ce que je projette cette réalité avec mon cerveau? Oui. Eh bien, la version moderne de cela est le cubisme, qui, à l'origine, signifiait quantum bayésianisme, mais qui s'en est depuis éloigné. L'idée centrale est que la mécanique quantique n'est en réalité pas une théorie du monde en soi. C'est une théorie des interactions d'un agent avec quelque chose, principalement son expérience. C'est une approche potentiellement révolutionnaire en physique, car nous avons l'habitude de penser selon une perspective à la troisième personne, c'est-à-dire en considérant un monde extérieur sur lequel nous pouvons tous nous accorder. Ici, il s'agit d'une physique de la première personne, où l'on s'intéresse aux expériences d'un agent interagissant avec le monde. Il explore, mène des expériences, obtient des résultats, pose des questions et reçoit des réponses. L'une des objections soulevées à ce sujet, pour revenir à votre question, est que cela ressemble fortement au solipsisme. Il n'y a que cet agent. Mais comment peut-il savoir s'il existe quelque chose au-delà de l'expérience elle-même? La seule réponse possible, et c'est la même que celle donnée par John Wheeler, est l'existence du hasard. Il y a quelque chose qui ne suit pas votre plan. Si tout dépendait uniquement de vous, si vous étiez responsable de la création de votre environnement et de votre propre expérience, alors vous ne seriez pas confronté à des événements aléatoires, ni à des obstacles qui vous empêchent d'obtenir exactement ce que vous voulez. Mais si vous recevez des réponses probabilistes, sans pouvoir les calculer avec certitude, cela suggère qu'il existe quelque chose au-delà, quelque chose qui génère ces réponses sans que vous en ayez le contrôle. Cela implique donc l'existence d'un monde extérieur. Simplement, vous n'en connaissez pas les caractéristiques. Au-delà de l'expérience, il est impossible d'en dire quoi que ce soit. Ça me fait penser à Maurice Merleau-Ponty qui parle du monde comme étant notre propre corps, l'extension de notre propre corps, notre propre chair. Donc c'est comme si nous interagissions avec nous-mêmes, mais d'un point de vue individuel, en agissant peut-être avec différents agents. Merleau-Ponty. Oui, encore plus proche. Il y a cette idée, et cela ressemble presque à quelque chose que Wheeler aurait pu dire. En fait, il affirme que le monde phénoménologique n'est pas une découverte du réel, mais une mise en place de l'être. En traversant le monde et en vivant des expériences, nous donnons forme à l'être au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a rien tant que nous n'avons pas co-créé la chose. Il pourrait donc être qualifié de cubiste, ou de quelque chose qui s'approche de ce que l'on appellerait aujourd'hui un réaliste participatif. Il y a bien quelque chose là, mais cela ne prend pas de forme concrète tant qu'on n'a pas interagi avec, d'une manière ou d'une autre, et ainsi contribué à sa mise en place, à sa manifestation, peu importe comment on veut le formuler. D'ailleurs, je sais que John Wheeler et Chris Fuchs, qui développent actuellement l'approche cubiste, s'inspirent largement de William James, bien plus que de Merleau-Ponty. William James avait d'ailleurs une vision assez similaire. Il disait que le monde n'existe pas comme un bloc statique. Vous connaissez probablement cette expression récente. L'univers bloc, c'est l'idée selon laquelle tout serait déjà fixé une fois pour toutes. Ta naissance, ta mort, la naissance et la fin de l'univers, sans aucun processus, sans développement ni évolution. C'est William James qui a inventé le terme univers bloc, mais il l'utilisait en réalité pour le critiquer. Son point de vue était tout autre. Pour lui, la réalité ne jaillit pas d'un seul coup. Elle ne se déploie pas d'un bloc, mais elle surgit goutte à goutte. De manière imprévisible, elle prend forme au fil des rencontres. Un monde qui ne naît pas d'un trait net, mais d'un enchevêtrement de petits éclats. C'est en interagissant avec le monde que nous le faisons émerger. Il n'est pas là, figé, attendant d'être découvert. Nous le faisons exister fragment après fragment.
Chacun de nous construit son propre univers, mais il n'existe pas un bloc unique et absolu. James appelait cela un pluriverse, une multitude d'univers individuels qui coexistent sans qu'aucun ne soit plus vrai qu'un autre. Il n'y a pas de monde unique et fixe. Il n'existe qu'à travers ces plurivers, ces réalités que nous façonnons à mesure que nous avançons. C'est une vision très intéressante selon moi. Mais alors c'est différent de l'interprétation d'Everett? L'interprétation d'Everett, si on la comprend bien, propose une vision de l'univers comme un bloc figé. Elle affirme que tout ce qui existe, c'est la fonction d'onde, une immense fonction d'onde universelle, où coexistent toutes les branches possibles de la réalité. Si l'on y plonge, on découvre une multitude de versions de la même scène. Vous, observant un chat vivant. Moi, en train de voir un chat mort. Ou encore, une version de vous où le chat est vivant et une autre où il est mort. Mais toutes ces versions sont figées, empilées comme un bloc compact, contenu dans cette grande fonction d'onde universelle. Dans cette vision, rien ne se développe, rien ne naît. Tout est déjà là. Mais cette idée d'une infinité de possibles qui se déroulent en parallèle me fait penser à la toute potentialité du monde, comme le fondement profond, la structure sous-jacente qui contient le tout, comme on l'appelle dans les traditions spirituelles. Oui. Mais la différence, c'est que dans les théories modernes du multivers, ou la théorie des ensembles, l'idée est que tout est déjà là. Toutes les possibilités existent simultanément. La version la plus extrême de cette idée est portée par le cosmologiste Max Tegmark, qui a écrit plusieurs articles avec John Wheeler. Il défend ce qu'on appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. Selon lui, la réalité ultime est constituée de toutes les structures mathématiques possibles. Et parmi elles, il en existe une qui contient des sous-structures conscientes d'elles-mêmes. Autrement dit, nous faisons donc partie de cette structure, mais elle contient aussi toutes les autres possibilités. Dans ce type de théorie des ensembles, ces possibilités existent en tant que réalité manifestée. Et si vous vous trouvez dans un fragment particulier du multivers, alors pour vous, ce sera bien réel. Et cela vous semblera concret. C'est déjà actualisé. C'est déjà actualisé. Alors que dans le cas dont vous parlez, l'espace de pure potentialité est exactement cela. Un potentiel qui n'a pas encore été manifesté, ni une chose ni l'autre. C'est le socle de toutes les possibilités qui existent dans les autres multivers. Elles émergeraient de cette base, mais ne peuvent pas vraiment être contenues dans cette structure plus profonde dont vous parlez. Sinon, elles seraient déjà là. Elles ne seraient pas latentes, elles existeraient déjà. Si l'on parle de latence et de pure potentialité, alors il ne peut pas y avoir de sens à dire que le monde est déjà là. Ce qui est là, c'est ce qui génère la manière dont le monde se manifeste. Cela génère l'être et le non-être à la fois. Cela doit donc être au-delà de ces deux catégories. C'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas en parler pleinement. Chaque fois que nous tentons d'expliquer quelque chose, nous avons besoin de le ranger dans une catégorie, dans un concept, souvent celui de l'être ou du non-être. Mais ici, cela ne fonctionne pas. Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'Ungrund ou autre, il échappe à nos cadres habituels de pensée. C'est pourquoi, en un sens, il nous est interdit d'en parler. Interdit, d'un point de vue de la logique. Nous ne pouvons pas parler de la nature de cet espace plus profond de potentialité. Et on retrouve cette idée dans de nombreuses traditions. La plus célèbre est sans doute la tradition kabbalistique juive, avec l'Ein Sof, qui renvoie à quelque chose de similaire, un principe au-delà de l'être et du non-être. Certains rabbins orthodoxes vont jusqu'à dire qu'on ne peut même pas y penser, que ce serait presque indécent, car cela doit être abordé avec un profond respect. Et puis, d'autres considèrent qu'on peut y faire référence, mais seulement de manière indirecte, par la négation. Ce qu'on appelle la théologie négative, ou apophatique. C'est ce que font les cubistes d'ailleurs. Michel Bitbol le fait aussi, définir la réalité en termes négatifs parce qu'on ne peut pas la définir. Exactement. En ce moment, je suis à une conférence sur les psychoïdes. Cette idée selon laquelle il existe quelque chose de plus fondamental que l'esprit et la matière, qui engendre à la fois l'un et l'autre. Cela possède des propriétés de l'esprit et de la matière, mais dépasse les deux. J'ai découvert ici Wilfred Bion, un psychothérapeute apparemment assez connu, qui partage une vision similaire. Selon lui, la réalité elle-même n'est pas le genre de chose qui relève d'une épistémologie. On ne peut pas véritablement parler de connaissance de la réalité en tant que telle. Il l'exprime d'une manière étrange en disant que la réalité est quelque chose qui doit avoir été. C'est une formulation inhabituelle, mais après tout, la réalité ne peut qu'être, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Il y a une séparation totale entre le fait de savoir et le fait d'être. La réalité, c'est ce qui est. Mais le savoir, lui, est toujours relatif, n'est-ce pas? On l'inscrit toujours dans un cadre, donc il est toujours relatif au cadre de celui qui le reçoit.
Pour revenir à la notion d'objet et à notre rapport avec eux, comment peut-on dire qu'il n'y a pas d'objet? Peut-on vraiment affirmer qu'il n'y a pas d'objet à l'extérieur? Ce que je vois à l'extérieur, là, dans mon environnement, ce ne sont pas des objets? Car c'est difficile à saisir comme idée pour l'esprit. Bien sûr, dans la vie quotidienne, il y a évidemment des objets à ce niveau de réalité avec lequel nous interagissons. Il y a des objets, mais la vraie question est celle de leur statut fondamental. Ont-ils une existence indépendante ou sont-ils d'une certaine manière dépendants d'une perspective subjective? C'est la question classique, n'est-ce pas? L'arbre dans la cour fait-il du bruit? Mais en réalité, ce n'est pas la bonne façon de poser la question. Devrait-on plutôt demander: y a-t-il un arbre, une cour et un son s'il n'y a personne pour les percevoir? C'est là la vraie question, car tout cela fait partie de la conscience phénoménale, qui implique nécessairement un observateur autant que la chose observée. Alors, oui, ces objets ont un certain statut. On peut dire qu'ils sont réels, mais c'est une réalité relative, vous voyez? Leur existence est relative au fait qu'ils fassent partie du contenu conscient d'un observateur, ou quelque chose dans ce genre-là. Bon, il est peut-être temps maintenant de parler de l'agent, de l'observateur participatif. Étant donné qu'on parle de ça, de lui, qui est-il? Qui est donc cet agent dont nous parlons tant? Oh, l'agent? Eh bien, c'est un problème non résolu. Je pense que c'est la principale difficulté des approches participatives de la mécanique quantique et de la réalité en général. Il est extrêmement difficile de proposer une théorie qui ne traite pas l'observateur participatif ou l'agent comme une composante primitive de la réalité, une sorte d'axiome, de postulat qu'on ne peut ni décomposer ni expliquer davantage. L'agent est comme un des éléments de base sur lequel on construit la théorie. Harald Atmanspacher et moi-même avons développé une approche, enfin, c'est surtout la sienne, il y travaille depuis des années, qu'on appelle le monisme à double aspect, ou monisme à double aspect décompositionnel. Cela permet peut-être d'envisager l'agent sous un angle légèrement différent. L'idée, ici, c'est que nous avons deux pôles. D'un côté, le monde, de l'autre, l'observateur. Ou encore, l'esprit et la matière. Ou plutôt, le sujet et l'objet, c'est ainsi que je préfère le formuler. La question qui en découle est donc, qu'est-ce que cette conscience subjective? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sujet de conscience? Dans le monisme à double aspect, l'idée est que ni l'un ni l'autre n'est fondamental. Ils ne sont pas liés par une relation causale. Ce n'est pas comme si le sujet recevait quelque chose de l'objet, ou inversement, comme si l'objet était influencé causalement par le sujet. Tous deux sont des expressions ou des descendants d'une structure plus profonde, une structure neutre par rapport à ces deux pôles. L'observateur participatif, en ce sens, est la même chose que le monde qu'il observe, une réalité plus profonde, neutre vis-à-vis des deux. Et donc, pour trouver une réponse, il faut chercher dans ce domaine neutre, dans des concepts comme les mathématiques, les archétypes, ou tout ce qui n'est ni de l'ordre de l'esprit, ni de la matière. Il faut construire le concept. Je ne sais pas quelle est la réponse exacte, mais l'agent pourrait ressembler à ce que Schopenhauer appelait la volonté, un principe profond qui met les choses en mouvement. Spinoza, lui, parlait du conatus, cette impulsion, ce mouvement qui émerge d'un niveau plus fondamental. Schelling, de son côté, voyait cela comme une forme de volonté intrinsèque qui fait advenir les choses. Cependant, il est difficile de définir cela à partir des catégories classiques d'explication. Si vous voulez savoir, par exemple, de quoi est fait cet agent, comment il est structuré, qu'est-ce qui le met en mouvement, il est impossible de répondre de manière satisfaisante, car la réponse se situe au-delà des catégories habituelles. On ne peut pas localiser l'agent dans l'espace et le temps, on ne peut pas dire qu'il est fait de matière ou qu'il suit certaines lois physiques. Ces outils d'explication ne fonctionnent pas ici, car on cherche une réponse dans un domaine qui dépasse toutes ces catégories, les catégories du sujet et de l'objet. Nous sommes donc sur un plan plus élevé, à un niveau de réalité plus fondamental, où l'agent précède l'existence du sujet et de l'objet. Quelque chose que nous ne pouvons pas définir. D'une manière qui serait satisfaisante, je veux dire, il pourrait y avoir un moyen de le résoudre. Comme, je l'ai dit, on pourrait dire qu'il s'agit d'une force fondamentale, neutre par rapport à l'esprit et à la matière. Mais alors, une question évidente se pose. Oui, mais qu'est-ce que c'est exactement? On ne peut pas simplement répondre que c'est la volonté ou autre chose du même ordre. Parce que dans ce cas, une autre question suit immédiatement. Alors, qu'est-ce que la volonté? Et là, on atteint une limite. Pour répondre à cette question, il faudrait utiliser des concepts qui échappent à notre cadre habituel de pensée, des notions qui ne peuvent pas être formulées avec les outils conceptuels dont nous disposons, car toutes nos explications reposent sur des catégories comme l'espace, le temps, la matière, la causalité, les objets. Or, ici, on se situe hors de ce domaine. On ne peut donc pas utiliser ces repères pour formuler une réponse.
On est contraint d'aller au-delà des explications conventionnelles. On atteint les limites même de l'explication. C'est aussi difficile que d'essayer de définir la vie, en fait. Comment peut-on définir la vie? C'est un sentiment, aucune formule mathématique ne peut décrire la vie. Peut-être la vie organique, mais c'est une sensation, c'est quelque chose d'intérieur. Oui, on pourrait répondre ça, non? Que c'est quelque chose comme un esprit, une âme, une force qui traverse et met en mouvement, orchestrant les liens entre le sujet et l'objet. Mais encore une fois, ce genre de réponse ne satisfera pas la plupart des gens. Pourtant, on finit inévitablement par en arriver là, à un point où il faut arrêter d'expliquer. S'arrêter et ressentir. Quelque part, oui. Parce que la question, c'est de savoir qui je suis au-delà du corps et de l'esprit, qui je suis au-delà de ça. Car je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas juste mon corps, je suis quelque chose de plus élevé ou de plus profond que ça. Et la réponse réside d'ailleurs peut-être en chaque individu, car c'est une sorte de sentiment d'être. Beaucoup de gens parlent de l'être ou de la vie, certains parlent de la conscience comme étant fondamentale, comme étant le fondement profond de la réalité, ou encore la sentience ou l'expérience pure aussi. Oui. Je dirais que ça pose exactement le même problème, car c'est, encore une fois, juste un mot pour décrire le même concept. On pourrait appeler ça la vie, plutôt que la conscience, l'esprit, ou autre chose, ou la volonté. Mais ça n'aide pas vraiment à expliquer comment cette force génère des objets et des sujets qui semblent reliés. Quel est son mécanisme? Comment s'y prend-elle? Car instinctivement, on veut toujours chercher plus profond, aller en dessous. Mais on ne peut pas. Parce qu'ici, on parle de la réalité fondamentale. Il n'y a pas d'explication plus profonde, parce que c'est le niveau ultime, la base de tout. Je pense donc que la plupart des gens voudraient encore une explication supplémentaire et ne seraient pas satisfaits par le simple fait de dire « Eh bien, c'est juste la conscience ». Et alors pour vous, la meilleure interprétation de la mécanique quantique, c'est le cubisme? Non. Plutôt quelque chose qui se rapproche de l'approche originale de Wheeler. L'idée, c'est qu'elle nous révèle quelque chose de très, très profond sur l'impossibilité de connaître la nature absolue de la réalité. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas d'interaction avec la réalité, on ne peut pas la classifier, on ne peut pas dire ce qu'elle est. C'est précisément cet état de néant qui génère à la fois la nouveauté et l'imprévisibilité de ce qui advient. Et je pense que c'est aussi la source de notre libre arbitre. En un sens, nous sommes tous enracinés dans ce néant. L'objet et le moi. Le monde et nous. Et c'est nécessaire pour que nos actions soient véritablement libres, car si elles étaient contenues dans quelque chose d'existant, elles ne seraient plus libres. Elles seraient déjà en train de se produire. C'est l'idée centrale de Schelling. Nous sommes ancrés dans ce qu'il appelle la divinité, l'essence divine suprême, l'état ultime de néant, où rien n'est encore manifesté, une pure potentialité. Et il faut bien que cet état existe si l'on veut que la liberté ou le hasard puissent émerger dans le monde, et que le libre arbitre soit possible, aussi bien pour les agents que pour les agents humains. D'une certaine manière, tout en découle, mais sous des formes différentes. C'est la même source, je pense. Ce qui, d'une certaine manière, explique aussi la mécanique quantique. Cela explique pourquoi, lorsque nous mesurons, nous n'obtenons pas de résultats prévisibles. On ne détermine pas ce qui est avant que nous ayons effectué une mesure. Donc c'est une sorte de création instantanée puisqu'il n'y avait rien avant. Oui. Nous interagissons et nous créons sur le vif. Oui. Nous transformons quelque chose qui était pure potentialité en quelque chose de réel. Quand vous parlez du rien, du néant, peut-on intégrer dans le néant les potentialités, tout ce qui peut exister en potentiel avant de devenir réel? Oui, c'est ce que je dirais. Exactement. Oui. Wheeler dit aussi « le sens lui-même alimente la création ». Quel est le rôle du sens dans cette perspective de la création? Cela rejoint son idée du « it from bit ». Autrement dit, le monde que nous expérimentons est construit à partir de bits, c'est-à-dire des réponses aux questions que nous posons sur la réalité. En général, lorsqu'on cherche à savoir quelque chose sur le monde, on procède comme dans le jeu des 20 questions. Es-tu un animal? Cette question produit un bit d'information, un 0 ou un 1, un oui ou un non. Es-tu humain? Tu peux répondre oui ou non. Cela reste un simple bit d'information. Mais ce n'est pas encore du sens, car le 0 et le 1, en eux-mêmes, n'ont aucune valeur tant que l'agent ne leur attribue pas une signification particulière. Ce 0 ou ce 1, par exemple, peut maintenant signifier « oui, tu es un humain », et là, on parle de contenu sémantique. J'imprègne ce caractère abstrait, ce 1, d'une signification. Et pour cela, il faut un observateur participatif.
Le monde, à lui seul, ne peut pas donner de sens. Certains penseurs contemporains, comme David Chalmers, parlent du monde comme étant fait d'informations. Mais l'information ne peut pas être simplement des zéros et des uns. Car l'information peut potentiellement signifier une infinité de choses différentes. Vous voyez? Un 0 et un 1 peuvent contenir une infinité de significations potentielles, selon l'interprétation qu'on leur donne et les questions qu'on pose. On ne peut donc pas dire que l'information est physique, à moins d'y inclure l'interprétation de l'information. Et c'est donc ça le sens. Ainsi, le sens alimente la création, car nous sommes impliqués dans ce processus de questionnement. Nous posons des questions porteuses de sens, et en réponse, nous recevons des bits d'information. Comme un circuit? Oui, c'est ça. Wheeler parle aussi de l'univers comme un circuit auto-excité. Oui, exactement. C'est la même idée. Il appelait sa façon de penser le conservatisme radical. D'un côté, il était très conservateur sur de nombreux points, mais de l'autre, il avait aussi des idées complètement folles. L'une d'elles, qui reste pourtant cohérente avec la physique, repose sur cette hypothèse. Il n'y a pas de réalité tant que nous n'avons pas posé la question au monde. Prenons par exemple ces expériences où nous retraçons l'origine du Big Bang en étudiant le rayonnement de fond cosmique. Avant que nous ne posions la question « Y a-t-il eu un Big Bang, oui ou non ?», il n'existait pas encore en tant que résultat observable. L'univers nous a donné une réponse à cette question. Ainsi, en posant la question, nous nous sommes en quelque sorte alliés à l'univers pour faire émerger son origine, comme dans un acte premier de création. Nous le forçons à donner une réponse. Donc, il y a cette boucle. Wheeler décrit une grande lettre U, qui représente l'univers, avec un œil à une extrémité, regardant son propre passé. Il se crée lui-même. L'œil est à la fois le produit de l'évolution de l'univers et ce qui est nécessaire pour l'amener à l'existence en premier lieu. C'est un circuit auto-excité, une auto-création. C'est comme se tirer soi-même par les lacets de ses bottes. Les gens ont énormément de mal avec cette idée. À chaque conférence où je la mentionne, on me répond « Mais l'univers existait sans nous pendant des milliards d'années. Il n'y avait pas d'observateur jusqu'à notre apparition, donc il ne peut pas avoir fait ça. » Mais ils ne saisissent pas l'idée essentielle qui est « Non, ce passé n'existait pas encore en tant que réalité. Il n'y a pas de réalité à ces 13 milliards d'années tant qu'un observateur participatif ne pose pas la bonne question pour faire émerger ce passé. Il crée donc son propre passé. » C'est exactement ce que montre l'expérience du choix retardé. En physique quantique, une particule peut être envoyée sur plusieurs chemins possibles. Mais jusqu'à ce qu'on pose une question, jusqu'à ce qu'on décide de mesurer, elle ne sait pas quel chemin elle a emprunté. Le passé est donc dans un état d'indétermination, de pure potentialité. Il ne devient réel que lorsque la question est posée. Et alors, bang, il est actualisé. De la même façon, lorsqu'on interroge l'origine du Big Bang, on analyse la lumière, on cherche une trace. On pose la question. Y avait-il un événement originel? Et il faut poser les bonnes questions. Par exemple, si un Big Bang a eu lieu, il devrait y avoir un certain type de radiation avec un motif bien précis. Y a-t-il eu un Big Bang? Ok, voilà mon expérience pour le savoir. Et boum, le voilà. On le cherche et on le trouve. En posant la question, on manifeste une réalité. C'est une idée totalement opposée à la vision classique de la façon dont fonctionne le monde. Devrais-je me demander, est-ce que l'histoire du Big Bang est correcte avec ce genre de vision ou... Correct? Eh bien, je veux dire, les réponses que nous obtenons de l'univers semblent compatibles avec l'existence d'un Big Bang. Mais cela aurait pu être autrement. Nous aurions pu obtenir d'autres réponses. Du moins, pour autant que nous sachions. Mais il semble que tout dépend des questions que nous posons. Avec les questions que nous avons posées, cela semble vrai. Mais si nous posions d'autres questions, avec d'autres expériences, nous pourrions voir émerger quelque chose de différent. C'est d'ailleurs déjà en train d'arriver. On se pose maintenant la question. Et s'il n'y avait pas eu un seul Big Bang, par exemple? S'il y en avait eu plusieurs? La cosmologie inflationniste ouvre un tout autre champ de questionnement. Elle suggère qu'il y aurait eu un champ originel, qui se serait divisé en une multitude d'univers poches. Si c'est le cas, notre Big Bang n'en serait qu'un parmi d'autres. Ce qui signifie que nous devons poser d'autres questions, concevoir de nouvelles expériences pour savoir « Sommes-nous issus d'un Big Bang unique ou y a-t-il un Big Bang parmi tant d'autres ?» Et cela remet en question tout ce que nous croyons savoir sur l'univers. Mais au final, tout cela reste de la connaissance relative. Rien n'est absolu. Tout dépend des questions que nous posons et des expériences que nous menons. Je dois retrouver ce dont parle Fuchs. Qu'est-ce que c'est?
Une idée de Chris Fuchs? Oui, il parle du monde qui se crée au fur et à mesure que j'avance, en quelque sorte. Je n'ai pas la citation exacte, mais je l'ai entendu dire qu'il y a comme de nombreux Big Bang. Oui, je connais la citation. De petits Big Bang qui se produisent en continu. Parce qu'il n'y a rien d'autre que notre expérience. Et il dit, la réalité est faite de probabilités et de potentiel, et j'expérimente ce que je crois. Oui, oui. Ici, on retrouve clairement une influence de William James. Comme il l'affirme, l'existence se manifeste par petites touches, par gouttes. Ces gouttes sont comparables à de petits Big Bangs, de petits actes de création, comme le dit Chris Fuchs. Chaque question que nous posons dans une expérience s'accompagne d'un acte d'observation, non? À chaque question, il y a nécessairement une forme d'expérience, même si cela se limite à observer quelque chose. C'est une interaction entre ce qui est observé et l'œil de l'observateur. Et chaque fois que nous faisons cela, nous participons à un petit acte de création. C'est l'idée centrale. C'est essentiellement la vision de Wheeler. Là où d'autres chercheurs diffèrent de Wheeler, c'est qu'ils ont rempli les détails qu'il a laissés de côté. Wheeler avait une vision globale, une intuition puissante, mais il ne traitait pas des détails techniques, comme la manière dont les probabilités expérimentales de la mécanique quantique émergent. Chris Fuchs et ses collaborateurs, comme Rüdiger Schack, se sont attelés à cette tâche. Ils ont développé les bases physiques, notamment en lien avec la règle de Born, qui relie les probabilités quantiques aux résultats d'observation. Ils montrent comment rendre opérationnelle cette vision de Wheeler et en faire une mécanique quantique fonctionnelle. Donc la règle maintenant est que la réalité est mon expérience ? Non, ce n'est pas ça. L'idée est que la mécanique quantique est une théorie de l'expérience, plutôt que de la réalité. Vous pouvez l'utiliser pour générer des idées sur la réalité, mais en soi, ce n'est pas une théorie de la réalité. Oui, il s'agit de la prédiction de ce que je peux faire dans cette réalité. Exactement. Une prédiction des observations qu'un agent peut s'attendre à faire. Que peut-il anticiper comme observation s'il devait, à chaque expérience vécue, parier sur ce qu'il verra ensuite? La mécanique quantique est l'outil qui fournit la meilleure réponse à cette question. C'est l'idée. C'est une sorte de médium. Oui. Et l'idée, c'est que même si c'est une théorie de l'expérience, elle peut tout de même nous renseigner, dans une certaine mesure, sur les contours généraux de la réalité qui réagit à notre expérience, en raison de son mode de fonctionnement. Elle peut fournir des résultats très généraux, comme la nature de la dimension de l'espace de Hilbert ou certains principes de symétrie. Des principes très vastes et flous. Mais elle ne peut pas aller plus loin pour décrire le monde d'une manière spécifique. Ils diront d'ailleurs que, oui, mais ce n'est pas le but de cette théorie. Ce n'est pas sa fonction. Ce qui, curieusement, rejoint la vision originale de Bohr sur la physique et la théorie quantique. Une manière de systématiser l'expérience plutôt qu'une théorie visant à décrire la nature ultime de la réalité. Alors je vais m'appuyer sur différentes citations et notes tirées de mes lectures, et en particulier sur votre dernier article, si on peut en parler. Nous avons évoqué l'idée que l'observateur est l'auteur du drame de la création. Et j'ai lu cette phrase quelque part: « La perception, par l'attention, sélectionne ce qui émerge du chaos, réduisant l'infini à une image finie de la réalité. » Alors ce que je comprends, c'est que nos outils de perception à travers l'attention transforment la potentialité en actualité. Oui. Cela permet de transmuter une part du chaos, de cette potentialité infinie, en quelque chose de fini. Il semble que ce soit notre rôle, d'une certaine manière. Nous réduisons l'entropie. Si l'on considère l'entropie maximale, alors cette pure potentialité représente l'état le plus entropique qui soit. Et donc, comment obtenir quelque chose à partir de cela? Comment créer un ordre à partir du chaos? Eh bien, si vous le faites, vous réduisez, vous abaissez l'entropie, n'est-ce pas? Vous créez de l'ordre à partir de ce chaos absolu. Et je crois bien que c'est notre rôle. On retrouve cette idée chez des penseurs comme Jacob Böhm, qui considérait que les humains remplissent cette fonction. Mais il ne s'agit pas forcément d'êtres humains. Il pourrait exister, et peut-être même que nous en créerons bientôt, d'autres types d'êtres capables d'accomplir ce même processus, condenser toutes les possibilités en quelque chose de fini. Nous avons déjà mentionné une manière simple de voir les choses, avec l'exemple des 0 et des 1 dans un bit, non? Dans un cadre binaire, il existe une infinité de potentialités. Mais il faut qu'un observateur intervienne, qu'il fasse un choix, pour donner un sens à ces données. Et c'est cet acte précisément qui réduit une possibilité infinie en quelque chose de défini et de fini.
Ça me rappelle ce qu'affirme la logique indienne, à savoir que le monde, apparemment solide, est en fait illusoire, maya, et que le domaine informe et ineffable est le plus réel. Et Jung dit d'ailleurs aussi que le possible est aussi réel que l'actuel. Oui, je pencherai plutôt pour cette version. Y a-t-il une raison de dire que c'est plus réel, l'espace de pure potentialité? Il est plus fondamental, c'est certain. Mais est-il plus réel? Je ne sais pas. Car tout ce qui se manifeste lorsqu'on réduit cette potentialité en actualité reste contenu en lui, dans le tout. Il ne peut être ailleurs. Où d'autre pourrait-il exister, sinon dans le tout? Ainsi, il est tout aussi réel. Oui, moins fondamental. C'est une sorte de concrétisation partielle ou quelque chose comme ça. Alors toujours James avec son possibilisme, il existe une véritable possibilité dans le monde, il existe un état dans lequel rien n'est manifesté. Oui, exactement. C'est bien ça. J'en parlais justement tout à l'heure. Si l'on veut que le libre arbitre véritable existe dans le monde, alors il faut absolument des états de pure possibilité, réels et authentiques. Et pour cela, ces états doivent être tels qu'il n'y ait littéralement rien de manifeste. Une potentialité brute, pure, ce qui, en un sens, est une description de la théorie quantique, encore une fois. C'est pourquoi Wheeler l'aimait tant. Et en fait, c'est intéressant. Niels Bohr était un grand admirateur de William James et a étudié ses œuvres avec Höffding à l'université. À cette époque, il étudiait la philosophie et était profondément influencé par les idées de William James et des existentialistes comme Kierkegaard. Tous ces penseurs considéraient que le monde n'existe pas tant qu'on ne le décide pas, tant qu'on ne le crée pas. Il n'y a pas d'essence toute faite. L'essence ne précède pas l'existence. Ce qui, en soi, ressemble presque à une déclaration de l'interprétation de Copenhague et de ses approches cubistes, raison pour laquelle je les appelle ainsi. D'ailleurs, dans cet article, vous avez mentionné l'existentialisme quantique. L'acte de création réside dans le mot, souffle, son, émanation divine, eka comme l'incantation, hu, homme ou encore le logos, l'hymne de la création. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'acte de création repose dans le verbe? Ce sont des exemples d'approches réalistes participatives anciennes. On pourrait dire des versions primitives de ce que nous appelons aujourd'hui la mécanique quantique. L'idée qu'elle partage, encore une fois, est qu'il existe cet espace sans forme. Tous les mythes de création originelle, comme l'hymne de la création du Rig Veda, le texte écrit le plus ancien dont nous disposons, véhiculent cette même idée. Au commencement, il n'y avait littéralement rien. Pas même du non-être ou de l'être potentiel. Rien. Absolument rien. En fait, au début de cet hymne de la création, il est dit qu'il n'y avait ni être, ni non-être, ni existence, ni néant, quelque chose de complètement au-delà de tout cela. Il doit alors exister une force qui pousse ce rien à devenir quelque chose, ce qui correspond à l'idée de volonté ou encore de désir chez Schelling. Et dans les versions que vous avez mentionnées, Eka par exemple, cette idée est proche de celle précédente qui dit « le sens alimente la création ». C'est par le souffle, le mot, le logos que nous donnons du sens aux choses. Et c'est ainsi que nous donnons forme au sans forme, au néant. Et comment faisons-nous cela? Que signifie Eka? Eka est la racine de ex, d'où provient le mot de sorte, le mot épeler. Et c'est de là que les mots et le sens proviennent. Il semble, à travers ces textes anciens, qu'ils avaient déjà une connaissance avancée et étrange de la manière dont la réalité est créée. C'est pour ça que vous établissez un lien entre la spiritualité et la science. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que nous devrions accorder un certain respect à ces visions très anciennes, qui existaient déjà et qui, au fond, expriment les mêmes idées. Il ne s'agit pas ici de prédictions mathématiques techniques ou d'avancées scientifiques majeures, bien que ces avancées soient évidemment remarquables. Mais les idées fondamentales que l'on retrouve dans ces traditions anciennes, comme le Dao et d'autres philosophies similaires, sont toujours les mêmes. Encore et encore, on retrouve cette idée d'un espace sans forme qui a besoin de quelque chose pour être mis en forme. Et ce quelque chose implique généralement une forme de participation dans un processus qui lui-même inclut le sens. Et c'est de cette manière que le monde est créé, généré. Alors qu'est-ce que le sens finalement? On peut se poser plusieurs questions autour du sens, du mot, du logos et peut-être de la logique. Il semble exister des liens entre tout ça. Lorsque je lis la phrase « l'acte de création réside dans le mot », ça me place dans mon rôle en tant qu'agent. Comme si mes mots avaient un impact sur la création. Agir avec mes mots dans le processus créatif signifie que j'y insuffle du sens. En mobilisant mes fonctions cognitives,
comme si mes mots avaient un impact sur la création. Et ainsi, je participe à la création du monde d'une certaine manière. C'est ce que je comprends en lisant ça. Alors, y a-t-il un lien entre le sens, le mot, mes fonctions cognitives et la manière dont je co-crée le monde? Oui. En fait, l'idée, c'est que le sens est une relation qui donne une forme à l'informe. Vous pouvez avoir quelque chose qui est une sorte de symbole, mais qui n'a pas encore de signification, comme un 0 ou un 1. Puis vous le transformez en signe, et il commence à pointer vers quelque chose, à avoir une référence. Avant cela, il n'avait aucune référence. Il était purement symbolique, mais sans signification, informe. Et dès que vous dites « cela signifie quelque chose », cela vient désigner un objet, qui pourrait en fait signifier beaucoup de choses. Ce lien entre un symbole et une référence est une forme de compréhension du sens. Le sens, c'est donc une relation entre un symbole et un signe, qui indique ce qu'il représente. C'est ainsi que je comprends cela. Et concernant votre question sur le rôle de l'agent, eh bien, le monde ne vient pas préconstruit avec des symboles et des signes attachés à ces symboles. Il faut toujours une certaine faculté, comme la conscience ou autre chose, pour établir ce lien entre un symbole et un signe. Sans cela, vous n'avez pas de monde en tant que tel. Les symboles n'auraient pas de sens et les objets non plus. Ce sont pourtant ces choses-là, les tables, les chaises, ce qui est réellement signifiant, qui structure notre monde. En réalité, tout repose sur le sens. La table pourrait être n'importe quoi d'autre. Ce n'est qu'une forme issue du spectre électromagnétique. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être distinguée de votre jambe ou du sol. En quelque sorte, nous sculptons ce monde par la manière dont nous le construisons avec nos significations. Cassirer, par exemple, parle de formes symboliques et de forces génératrices de formes. Des forces qui génèrent des formes. L'esprit crée des symboles pour appréhender le monde. Oh, parfait. Je ne connaissais pas cette citation. J'aimerais bien en connaître la source. Mais, cette vision est très proche de celle de Jung sur les archétypes et de l'idée qu'ils émergent d'une dimension plus profonde avant de devenir les éléments déterminants qui façonnent la manière dont les choses prennent forme. Ils font partie de ce que nous appelons la structure profonde du sens, dans le livre que j'ai écrit avec Harald. En quelque sorte, ils délimitent la forme que les choses peuvent réellement prendre lorsqu'elles se manifestent entre sujet et objet. C'est donc une conception plus approfondie du sens, où quelque chose de préconceptuel est à l'œuvre. Mais cela s'aligne assez bien avec la citation de Cassirer. Je pense que vous avez bien saisi l'idée. Ça me fait aussi penser aux affordances. Je me souviens plus qui en parle, mais c'est l'idée selon laquelle le potentiel intrinsèque des choses extérieures nous donne l'essence même de leur signification. C'est comme une interaction. Oui, exactement. La théorie des affordances de James Gibson repose sur l'idée que le monde tel qu'il est ne nous est pas simplement donné. Nous le révélons en interagissant avec lui. Il n'y a pas de séparation stricte entre sujets et objets. Nous sommes pris dans une boucle d'interaction. Nous faisons exister l'environnement. Et en retour, il nous fait exister dans un cycle action-perception. Ce monde n'a donc pas de statut indépendant. Il n'est pas prédonné. Il est tel qu'il est pour que nous puissions agir avec lui. Cela rejoint une vision très continentale du monde, proche de celle de Merleau-Ponty, avec son concept d'arc intentionnel, qui trouve un écho dans le cycle action-perception de Gibson et des affordances. Alors il y a une note quelque part en fin de page dans votre article où vous parlez de l'intelligence artificielle. Vous expliquez qu'elle peut puiser dans cet espace plus profond, accéder à des informations et ainsi atteindre des états de véritable liberté et créativité, tout comme les humains, grâce à sa connexion avec les ordinateurs quantiques. Oui, j'ai dit que c'était une possibilité. Elle pourrait être capable de le faire. Comme nous en parlions plus tôt, si notre liberté et celle du monde provient de cet état plus profond de néant, cette absence de forme, alors une IA qui puise dans cette source pourrait, en principe, accéder au même champ que nous. Elle pourrait donc capter une part de cette vie, comme vous l'appelez, et l'intégrer à l'IA. Elle pourrait être véritablement vivante, mais seulement dans le cas d'une IA quantique, et uniquement si elle plonge dans cette source de pure potentialité. Et je ne dis pas que c'est une hypothèse sérieuse. Oui, bien sûr, c'est une question qu'on peut se poser. Si l'IA peut puiser dans ce champ, puisque nous parlons de qubits, donc d'informations superposées, avec des possibilités infinies d'états, alors elle accède à un domaine de potentiel infini.
Et si elle y puise, alors on peut en ramener quelque chose. Exactement. C'est de ça que je parle. Les ordinateurs quantiques fonctionnent grâce à la superposition. Si vous connectez une IA à un ordinateur quantique, alors en principe, vous pourriez avoir des conséquences surprenantes. Ouais, c'est effrayant. Ah, voilà la phrase des cubistes. Ce qui est à l'extérieur est ineffable. Cela ne concerne rien d'autre que l'expérience. Par conséquent, le monde extérieur n'est pas modelé. Oui, exactement. Sauf que, à part quelques contours très larges dans la théorie, il y a certaines caractéristiques structurelles fondamentales qui doivent être présentes pour générer des types spécifiques d'expériences. C'est presque un raisonnement transcendantal, en fait. Le monde extérieur doit être d'une certaine manière pour permettre ces expériences et produire ces résultats probabilistes que nous observons, comme décrit par la règle de Born. Donc on peut dire que le monde a une sorte de plasticité ? Pas vraiment. Ce serait plutôt quelque chose décrit par une structure mathématique spécifique. C'est ainsi qu'on le formulerait. On ne peut rien dire sur la nature intrinsèque du monde extérieur, mais on peut dire qu'il serait modélisé par un certain type de structure, comme un type particulier d'espace de Hilbert, par exemple. Ah, voilà une autre trouvaille. La conversion de la pure potentialité en actualité est ce qu'est la création. Nous sommes le composant déterminant pour rendre le potentiel réel. Et j'ajoute entre parenthèses, en faisant un choix. Eh bien, encore une fois, on revient à la même question posée plus tôt. La nature de l'observateur participatif et comment il agit. La réponse est la même, le choix. On pourrait dire la même chose du monde. Comment nous donne-t-il ces réponses? Comment ces particules apparaissent-elles ici et là? Nous n'en savons rien. Comment fait-il son choix? Nous ne le savons pas. Cela provient d'un espace plus profond. De la même manière, comment faisons-nous nos choix? S'ils sont libres, alors ils viennent d'un espace plus profond aussi. S'ils ne sont pas libres, alors nous pouvons raconter une histoire causale et mécanique. Ce neurone a fait ceci, donc cela s'est produit. Mais si nous voulons raconter une histoire véritablement libre sur la manière dont nous faisons nos choix, alors cela doit émerger de cette source plus profonde, là où aucune explication rationnelle ne peut satisfaire quelqu'un qui cherche une explication causale et mécanique. On pourrait toujours dire « ceci a poussé cela, cela a déplacé ceci, puis vous avez fait un choix ». Jung disait que la conscience humaine a créé l'existence objective et le sens. Et Wheeler disait que nous sommes des participants à la genèse. Quelques-unes de mes citations préférées. Jacob Bohm, il dit « La cosmogénèse est la quête personnelle du divin à devenir entier, avec nous, humains, complices de cette tentative, aidant Dieu à travers notre attention. Comme si notre concentration, notre attention, apportait la lumière dans le monde. » L'idée, c'est que nous sommes en quelque sorte un miroir permettant à Dieu de se voir lui-même, de voir ce qu'il est. Mais pour cela, il faut qu'il puisse se refléter. C'est une perspective assez courante, que l'on retrouve notamment dans le soufisme, où l'on dit que nous sommes comme des miroirs et que nous devons être très bien polis et éveillés pour refléter Dieu, afin qu'il puisse se voir. Ah, c'est moi ici. Oh, c'est moi ici aussi, et là aussi. Et donc, il faut une opposition, n'est-ce pas? Pour se voir, il faut un miroir. Voilà ce à quoi je ressemble. Et l'idée chez Jacob Bohm et dans d'autres courants similaires, c'est que nous jouons ce rôle de miroir pour le divin, lui permettant de voir ce qu'il est à travers nos expériences et ce que nous sommes capables de faire. Sinon, il ne serait qu'un être indifférencié. C'est pour cela que j'ai quelques réserves sur l'idée que tout soit conscience. Ça ne peut pas être juste la conscience, car il faut bien autre chose pour qu'elle puisse se manifester et se voir. Elle a besoin d'opposition, d'une dynamique intégrée à cette opposition. Je suppose que Donald Hoffman parle de quelque chose de similaire avec l'idée d'un casque qui agirait comme un miroir, permettant à cette conscience plus profonde de se percevoir sous différentes formes. Oui, je pense que quelque chose de ce genre est nécessaire. Donc c'est comme s'il y avait un être qui voulait se voir lui-même. Oui. À travers notre objectif. Oui. Et plus nous sommes éveillés et conscients, meilleure est la vision qu'il a de lui-même. Je pense que c'est proche du soufisme. Ibn Arabi a ce genre de vision, un théologien philosophe soufi. Vous dites que les humains ne sont pas des dieux, mais peut-être des demi-dieux. Oui, quelque chose comme des démiurges.
Nous sommes, je veux dire, vous pouvez maintenant faire le choix libre de prendre cette bouteille Et vous tuer. et me tuer si vous le vouliez. Je le vois dans vos yeux. Oui, oui, vous pouvez le voir. Mais je ne vais pas faire ce choix. Mais vous pourriez le faire. En déplaçant la matière, je veux dire, le démiurge de Platon a façonné le cosmos en réorganisant librement la matière préexistante. Et nous avons aussi ce pouvoir. Nous pouvons restructurer la planète Terre si nous le voulons. Pourtant, en général, nous ne le faisons pas consciemment. Nous sommes portés par le flot du monde. Mais dès lors que nous en prenons conscience, tout change. Nous réalisons que nous pouvons agir dans les limites de ce que nous croyons possible. Nous pourrions littéralement déplacer une montagne. Nous pourrions reconfigurer le système solaire en principe, avec suffisamment de puissance sur les différentes planètes pour les pousser. Oui, en principe, nous pourrions absolument reconfigurer tout ce cosmos. Alors, qu'est-ce que cela fait de nous? Cela nous place quelque part entre les hommes et les dieux. Une forme de demi-dieu, capable d'exercer leur volonté à travers des choix libres et intentionnels. Car c'est ce que nous sommes. Mais quelque chose était déjà là. Et ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il y avait quelque chose. Il y avait un espace de pure potentialité déjà présent avec lequel nous œuvrons. Marcus Gabriel parle de la pensée comme étant une modalité sensorielle. C'est comme une autre perception. Et dans mes pensées, je peux imaginer beaucoup de choses, comme s'il y avait un potentiel infini dans mes pensées. Oui, Donc là, moi, du coup, je fais le lien entre ma pensée en tant que perception et l'idée que le potentiel est peut-être aussi réel que l'actuel. Et si je porte mon attention sur une pensée en particulier, je peux la rendre tangible. Puisque ça reste une perception, si je veux modifier ma perception de cette pensée, je peux l'associer à des actions ou à un mouvement quelconque, et je peux ainsi la matérialiser. Alors, vous pensez quoi de cette pensée comme étant un potentiel accessible, aussi réel que l'actuel? en fait, c'est une caractéristique intégrante de la figure du démiurge et qui implique un processus conscient. Agir uniquement par instinct, sans réflexion préalable, n'est pas idéal. C'est pourquoi l'imagination joue un rôle clé. Avant toute chose, il faut l'imaginer. Je peux d'abord concevoir mentalement une restructuration du système solaire, puis la réaliser, parce que j'exerce une action libre. Mais sans accéder au domaine imaginal et envisager cette imagination comme réelle, ce que je fais reste sans substance. Si je déplace des objets sans cette conscience, ce n'est plus un acte délibéré, mais une simple conséquence de la nature elle-même. Ce n'est plus moi qui choisis, mais une force extérieure qui m'anime, comme si je n'étais qu'un rouage de la nature en action. C'est pourquoi ce domaine imaginal constitue, selon moi, un élément essentiel. Est-ce que je peux dire que les pensées sont réelles, vu que c'est potentiellement une perception? Ça serait aussi réel que ce que j'entends? Ou alors il y aurait comme un royaume de pensées? Tout dépend de ce que l'on entend par réel. Ce n'est évidemment pas concret au sens matériel, mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas réel d'une certaine manière. Il existe différentes approches de cette notion de troisième royaume. Roger Penrose défend cette idée. Il y a le mental, le physique, et un troisième domaine, que Henri Corbin qualifie d'imaginal. Penrose le considère sous un angle mathématique, tandis que Corbin y voit un espace d'expérience au-delà du mental et du physique. C'est, en quelque sorte, un troisième pôle, qui n'est pas simplement l'esprit, mais qui possède une certaine objectivité. On peut s'y accorder, presque s'y promener ensemble, comme si c'était un véritable espace de possibilités. Les mathématiciens le disent souvent. Ce n'est ni strictement subjectif, ni purement matériel, et pourtant, c'est bien là. C'est un troisième royaume, une version du monisme à double aspect. Il fonctionne comme le royaume archétypal, où les formes et leur potentiel existent déjà, même si elles ne sont pas encore manifestées dans le monde concret. Si elles peuvent être conceptualisées ainsi, alors elles ont le potentiel d'exister pleinement. C'est pour ça que j'ai un rôle en tant qu'agent, en tant que participant. Oui, Srinivasa Ramanujan parle des mathématiques comme un langage sacré. Elles sont des manifestations divines. oui, ce sont des symboles qui peuvent nous donner accès à un autre domaine, ce domaine infini. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Jung pensait que les rêves nous donnaient accès à ces aspects archétypaux de la réalité. De mon côté, j'ai écrit sur plusieurs exemples, dont la musique, qui partage certaines caractéristiques avec les mathématiques. Elle n'est ni totalement mentale, ni totalement physique. Elle semble hors de l'espace et du temps, puisqu'on peut la répéter à l'infini. Une œuvre musicale ne peut pas être détruite.
Elle peut être jouée sur une multitude d'instruments différents. Sa potentialité est infinie, en quelque sorte. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où l'on peut l'entendre. À l'inverse, une statue, par exemple, est figée dans sa forme. Si on la détruit, elle disparaît. Cela signifie que la musique partage avec les mathématiques une certaine dimension archétypale. Elle possède cette qualité particulière. De la même manière, le nombre 2, ou certaines structures en théorie des groupes, peuvent se répéter indéfiniment à travers des systèmes totalement différents. L'information fonctionne sur le même principe. Prenons l'exemple du code binaire. Les 0 et les 1 peuvent prendre n'importe quelle signification. Un programme informatique a également cette qualité propre à la musique. Il peut être exécuté sur n'importe quel ordinateur. Peut-être qu'il tournera plus lentement sur certains ordinateurs, mais il peut être utilisé à l'infini, sans jamais être épuisé par son utilisation. Tout cela appartient à un domaine plus profond, qui n'est ni matériel ni strictement physique, mais quelque chose d'autre. Selon moi, l'information constitue un levier puissant pour transformer notre paradigme scientifique et l'éloigner du matérialisme. Aujourd'hui, de nombreuses personnes considèrent que tout est information, et notre monde entier est structuré autour de l'information. Nous vivons pleinement dans l'ère de l'information, c'est donc le moment idéal pour ce changement de perspective. Si l'on adopte cette vision, on s'éloigne automatiquement du matérialisme et du dualisme, car l'information ne relève ni de l'un ni de l'autre. Elle ne peut être expliquée à travers ces cadres conceptuels. Il faut aller au-delà, vers quelque chose qui transcende le matérialisme, l'idéalisme et le dualisme, car l'information possède une caractéristique unique. Elle est inépuisable et archétypale. Avec cette nouvelle vision du monde, parce que c'est nouveau, du moins ce n'est pas la vision classique, c'est une vision participative, comment vous dites ? La réalité participative. Oui, merci. Alors, comment puis-je me considérer moi et ma relation du monde avec cette vision ? Pour résumer, quel est mon potentiel ? Quel est mon pouvoir en tant qu'humain dans ma vie quotidienne ? Eh bien, dans votre vie quotidienne, la responsabilité consiste à être aussi conscient que possible de vos actions. Dès l'instant où vous comprenez que vous êtes un co-créateur de la réalité, cela change tout. Vous accédez, en quelque sorte, à des pouvoirs quasi divins. Ce que vous faites impacte l'univers, et d'autres êtres interagiront avec ces changements. Vous voulez donc être aussi maître de vos actions que possible, éveillé et pleinement conscient des conséquences de chacune d'elles. Il y a un effet de ricochet. Tout ce que vous faites affecte les autres. Et selon vos choix, vous pouvez rendre l'univers meilleur ou pire. Vous avez donc une responsabilité directe dans ce processus. Si vous adoptez une vision participative de la réalité, alors, d'une certaine manière, si les choses tournent mal, vous y avez contribué. Mais si elles s'améliorent, c'est aussi parce que vous avez joué un rôle dans ce changement. Lourde charge. Oui, lourde charge. Il existe un ancien concept utilisé pour décrire la vision du monde des peuples dits primitifs. L'anthropologue Lévi Brühl parlait de participation mystique. Cette idée selon laquelle ces peuples ne se percevaient pas comme séparés de leur réalité. Ils pensaient qu'en priant les dieux, ces derniers répondraient, et que le monde se transformerait en conséquence. Aujourd'hui, nous avons une forme différente de cette vision, mais ce n'est pas une simple régression vers une pensée primitive. Nous avons développé un autre rapport à notre pouvoir d'agir sur le réel. Jung disait d'ailleurs qu'il enviait ces peuples anciens. Cette participation mystique leur donnait un sens, une connexion avec l'univers et le monde qu'ils habitaient. Il n'y avait pas de séparation entre eux et leur environnement. Ils faisaient partie d'un tout. Avec le temps, les théories modernes ont brisé ce lien. Elles ont instauré une séparation nette entre l'homme et l'univers, renforçant l'idée que nous ne sommes rien de spécial dans un cosmos indifférent. Steven Weinberg parle d'accidents farsesques. Nous ne serions qu'un hasard absurde dans un univers hostile, comme il l'écrit dans Les 3 premières minutes. Cette séparation a un prix. Comment trouver du sens dans un monde qui nous est étranger ? Beaucoup sombrent dans le nihilisme et la souffrance psychologique. Mais si l'on redevient acteur, si l'on comprend que ce monde est notre monde, alors tout change. Nous nous reconnectons à notre rôle de co-créateur. Nous ne faisons pas que subir le cours des choses. Nous influençons le cosmos, nous façonnons la réalité. Et plus encore, nous participons à l'évolution même du cosmos. Avant d'entrer dans cette pièce, il n'y avait ni caméra, ni micro. Maintenant, il y en a. C'est un simple exemple, mais il illustre bien une vérité fondamentale. Nous transformons l'univers par notre présence et nos actions. Et nous pouvons aller bien plus loin, reconfigurer l'espace, jouer avec les structures du monde, initier des transformations profondes. Cela donne en quelque sorte l'impression que nous sommes véritablement engagés et impliqués si nous adoptons cette vision participative. Cela nous ancre dans le réel.
Viktor Frankl parle du sens comme étant essentiel pour la psychologie humaine. Si nous n'avons pas de sens dans la vie, nous nous perdons en quelque sorte. Peut-être qu'il n'y a pas de sens devant nous, nous ne voyons pas le sens à première vue, mais nous pouvons créer du sens, nous pouvons donner notre propre sens à la vie, aux choses, aux objets, de sorte que nous pouvons décider en quelque sorte comment nous voyons le monde ou comment nous interagissons avec le monde. Donc le sens est un élément majeur, je veux dire, c'est vraiment important dans notre interaction avec le monde. Oui, je veux dire, ce que vous venez de décrire correspond à l'existentialisme. Pour le garder scientifiquement respectable, mon point de vue est d'essayer de convertir, bon, peut-être que c'est un mot fort, d'essayer de guider les matérialistes vers une autre vision du monde, car je pense que c'est une vision du monde utile. Bien qu'il y ait encore des contraintes et des restrictions, n'est-ce pas, sur ce dont nous sommes capables. Eh bien, si nous croyons en la théorie quantique, si nous sommes dans ce genre de cadre et d'état d'esprit, alors nous devons accepter qu'il n'y a que certains types d'interactions que nous pouvons avoir avec le monde, qui le modifieront de certaines manières. Il se pourrait par la suite qu'il y ait des théories complètement différentes qui affirmeraient que nous pourrions faire tout ce que nous voulons. Tant que c'est concevable, c'est possible. Je pense personnellement qu'en effet, si c'est concevable, c'est possible. Seulement, vous ne pouvez pas vraiment affirmer cela comme un principe général. Vous pouvez garder toutes ces idées tout en leur donnant du sens, mais il faudra aussi être cohérent avec le genre de mentalité des physiciens et scientifiques, qui, comme vous le savez, est souvent assez rigide. Oui. Donc, vous savez, ça ne sert à rien de dire une multitude de choses que personne n'écoutera et qui seront ignorées. L'enjeu, c'est plutôt d'essayer de convaincre ceux qui sont les plus difficiles à convaincre, de les amener à changer légèrement de perspective et à s'éloigner des idées qui mènent à un manque de sens, comme le matérialisme ou ces visions d'un univers hostile et indifférent. Quels sont les impacts de ce réalisme participatif dans les domaines médical, technologique et tous ces autres secteurs? Qu'est-ce que ce changement de perspective peut amener dans ces domaines? Eh bien, je n'ai pas d'exemple précis, mais ce que je veux dire, c'est que le changement global réside dans un sentiment accru de possibilités quant à ce que vous pouvez accomplir dans l'univers en tant qu'agent. Actuellement, certaines perspectives dominent. Vous savez, un livre de Robert Sapolsky vient de sortir, intitulé « Determined ». C'est un exemple parmi tant d'autres qui prétendent qu'il n'existe aucun libre arbitre dans l'univers, que nous ne sommes que des robots biologiques. Ce n'est pas une vision porteuse. Je veux dire, comment une telle idée pourrait-elle inspirer une population à améliorer son monde? Imaginer que le monde est simplement déterminé, ça n'a aucun sens. Ça mène à une perte de sens, même pour l'être humain. Exactement. Lorsqu'on vous dit que vous ne pouvez rien y faire, cela mène inévitablement au fatalisme. Vous n'êtes plus incité à interagir avec le monde, ni à le transformer, car vous finissez par vous sentir programmé pour accepter vos limitations. Et si cette idée est inculquée dès l'enfance, alors ces limites deviennent un cadre imposé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les théories scientifiques définissent en quelque sorte nos possibilités et nous dictent ce qui est censé être réalisable. Si, dès votre plus jeune âge, on vous dit que vous n'avez pas réellement de libre arbitre et que votre monde est hostile, alors vous ne ferez probablement pas grand-chose pour le changer. Pourtant, s'engager avec lui et le transformer de manière positive est essentiel. Et paradoxalement, cela peut sembler dérangeant, voire traumatisant. Je pense d'ailleurs que certaines visions du monde déterministe sont elles-mêmes issues d'un traumatisme. Ceux qui véhiculent ces idées sont souvent marqués par une souffrance, et c'est pourquoi ils produisent ces théories, juste pour exprimer leur traumatisme. C'est aussi une approche cubiste de dire que le monde est relatif à mes croyances. Si je crois que quelque chose est vrai, je vais agir d'une certaine manière et interagir avec le monde d'une certaine manière qui va confirmer cette croyance. Oui, il y a l'exemple célèbre de « je ne me souviens plus de quelle mouche en particulier », mais si vous mettez des mouches dans une bouteille et que vous abaissez le plafond de la bouteille assez longtemps, les mouches voleront en dessous de ce plafond. Et puis, si vous enlevez le plafond, elles continueront à voler là où elles étaient et supposeront qu'elles ne peuvent plus aller plus haut. Ce qui est un peu comme notre conditionnement. Oui, c'est ce que produit cette vision du monde. Si vous dites aux enfants que c'est ce qu'ils peuvent faire, alors ils ne vont pas supposer qu'il existe une autre possibilité pour eux, ce qui est plutôt tragique, je trouve. Donc, je dirais que cette vision réaliste participative est une sorte de vision habilitante qui nous donne du pouvoir. Nous devrions l'apprendre à l'école. Exactement. On devrait nous apprendre à être des co-créateurs à l'école. Qu'est-ce que vous créez ou co-créez vous-même? Eh bien, exactement ce genre de changement. Oui, en quelque sorte, façonner un changement dans la vision du monde elle-même, pour qu'elle se fissure un peu. En enseignant, en donnant des conférences? Oui, ce genre de choses. J'espère écrire, m'améliorer en écriture, et peut-être commencer des podcasts et ce genre de choses.
Je veux dire, c'est difficile, non? De faire des changements d'une telle ampleur. On ne peut faire que de petites choses ici et là. Donc l'éducation est l'un des meilleurs moyens de diffuser cette nouvelle vision. Oui, et l'une des choses que j'aimerais faire, mais cela nécessiterait un investissement de milliardaires, c'est cette idée de fonder une multiversité, plutôt qu'une université. Oh waouh! Plutôt que d'imposer une seule histoire et une seule manière de voir les choses, pourquoi ne pas explorer différentes histoires, différentes possibilités, sous différentes formes? Après tout, le mot université renvoie implicitement à un univers, une seule trajectoire, une seule façon de faire. Elle s'intègre donc naturellement dans un système qui restreint et façonne les croyances des individus sur ce qu'ils peuvent devenir, sur les limites qu'ils pensent devoir respecter. Une multiversité, en revanche, serait une institution qui briserait cette idée d'histoire unique, qui libérerait de ses contraintes et permettrait une expansion des perspectives. L'université où chacun doit trouver ce qui est selon lui la meilleure explication de la réalité ou quelque chose du genre? Ou ne pas prendre pour acquis que c'est la seule façon dont le monde fonctionne. Apprendre la liberté. En fait, c'est apprendre la liberté de penser. Exactement. Exactement. Pour que nous puissions enseigner comment être et comment penser librement. Oui. Aimeriez-vous enseigner à la multiversité? Être professeur à la multiversité? Ah, je ne saurais pas quoi enseigner. Moi, je ne fais que diffuser les idées des gens, oui. Mais c'est une excellente idée. Alors, vous allez le faire parce que tout ce qui est concevable Exactement. peut être réel. Exactement. Je vais essayer. Vraiment. Sérieusement. Je vais essayer de le faire. Comment ça serait possible, je veux dire? Parce que c'est peut-être le bon moment pour le faire. Ça pourrait, oui. Les choses vont vite, beaucoup de gens vont dans cette direction, je pense. Je ressens un certain désenchantement vis-à-vis du système universitaire. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que les illusions sur la nature des universités s'effritent. De plus en plus de gens réalisent qu'elles sont largement financées par le complexe militaro-industriel, ce qui influence profondément les recherches qui y sont menées. Je pense que les gens ne veulent plus faire partie de ce système. Vous n'êtes pas libre d'enseigner votre vision dans votre travail? Eh bien, j'ai de la chance dans mon université, en fait, où je peux faire la plupart des choses que je veux faire. Mais c'est une situation inhabituelle, je pense. Un cas inhabituel. Mais il y a un pouvoir croissant du complexe industriel, militaire et, vous savez, de la Big Pharma et ce genre de choses. Une pression plus grande? Oui, je pense que oui. Et cela ne correspond tout simplement plus à l'idée même d'une institution d'apprentissage. Il y a là un conflit. Les gens semblent avoir oublié que le savoir devrait être libre et accessible à tous. L'apprentissage devrait être une quête de vérité. Pourtant, cette idée semble s'être perdue. Comme si nous avions oublié que notre mission est de chercher ce qui est vrai dans le monde. Que voudriez-vous dire aux gens pour se libérer? Comment puis-je être libre? Comment puis-je penser librement? Penser librement, c'est, je crois, essayer d'être aussi éveillé que possible. Cela signifie être pleinement conscient de sa propre conscience et des forces qui tentent de la détourner. C'est un exercice difficile, un véritable défi de rester conscient d'être conscient. J'essaie donc de le pratiquer souvent. Je cherche à voir combien de temps je peux maintenir cet état d'éveil profond. Mais c'est extrêmement difficile. Car presque immédiatement, en fonction de la fatigue, on retombe dans un mode automatique. Puis, soudain, on se réveille 10 heures plus tard, en se demandant ce qui s'est passé. Cela signifie qu'on était endormi, emporté par le flux de l'univers, sans plus aucun contrôle sur nos actions et nos choix. C'est un effort constant, mentalement éprouvant. Et physiquement aussi, parce qu'il s'agit aussi d'habitudes, de mécanismes. Cela vous offre la possibilité de ne pas être simplement réactif aux événements, de ne pas absorber les mensonges et les illusions. Car vous observez d'un regard neuf, vous voyez comment les autres interagissent, sans tomber dans le piège, sans mordre à l'hameçon d'une réaction programmée. Vous prenez ainsi davantage le contrôle sur vous-même. Et si vous êtes un co-créateur, alors n'est-ce pas là votre première responsabilité? Être maître de vos actions. Quelles sont les meilleures méthodes pour vous d'être plus conscient, plus éveillé? Peut-être que c'est différent pour chacun, mais... Je pense que c'est différent pour chacun et je ne sais pas. Je n'ai pas de pratique ou quoi que ce soit. C'est juste se forcer à... Attention, attention, attention. En gros. Oui. Mais je sais pas, je veux dire... Et si le monde et l'univers étaient un système de signes qui tentent de vous parler? Si vous commencez à interagir avec lui en tant que participant, à supposer qu'il vous montre des choses sur vous-même pour vous rappeler qui vous êtes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Petit à petit, vous devenez plus doué dans cet art. Si vous commencez à voir l'univers comme un allié, un guide, un ami qui cherche à vous faire évoluer, alors tout change. C'est peut-être mon propre système, en y réfléchissant.
Utiliser le monde pour me rappeler. Oui, il y a de nombreux signes autour de nous pour nous rappeler. Oui. Tout est un signe potentiel. Tout. Ok. Essayons donc d'ouvrir les yeux et de voir ce que le monde a à nous dire pour que nous puissions être plus éveillés. Super. Oui. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut vous voir ou vous lire, trouver vos articles, vos livres ? Je n'ai pas de réseaux sociaux, car je cherche à maximiser mon temps productif. Mais mes livres sont disponibles sur Amazon et en librairie. J'ai aussi publié plusieurs articles en ligne, dont beaucoup sont accessibles gratuitement. Vous n'avez besoin d'aucun abonnement. Et il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube avec des conférences et des podcasts. C'est sans doute l'endroit où l'on peut le plus facilement me trouver. Ok. Alors on se retrouve sur la toile. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi partager votre avis, vos questions, vos sources. Et je me ferai un plaisir de les lire pour échanger avec vous. Merci de soutenir le travail en vous abonnant à la chaîne, en likant, en partageant avec vos contacts. Pour les âmes les plus généreuses, merci profondément pour vos dons. Ça nous aide à développer le projet, à diffuser la connaissance sur le potentiel humain et la nature de la réalité. Comme vous l'avez entendu dans l'interview, l'éducation, la transmission, la diffusion est la clé pour réveiller les consciences et pour faire changer les choses. Donc on compte sur vous. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien évidemment écouter les autres podcasts qui vous aident à comprendre les principes, les concepts sur la nature de la réalité et du potentiel humain de manière plus pédagogique, plus approfondie. Et si vous voulez vous-même appliquer ces principes à votre propre vie, je vous invite à faire un tour sur mon site internet sarah-ismail.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Merci à tous et à très bientôt.